Accrochez-vous et tenez bon. Nous ne sommes pas ce que vous croyez. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Un film peut être la clé de l'évolution d'un genre. Prenons le genre du film de super-héros. À la fin des années 90, c'est un genre malade, en perte de vitesse, qui n'apporte plus rien de bon au cinéma. Les derniers gros films de super-héros de l'époque comme Spawn ou Batman et Robin ont été des échecs retentissants au box-office. Pourtant, en 1994, un certain The Crow va lancer une idée. Mettre en scène un héros plus complexe dans un univers très réel. Cette idée sera reprise dans Blade en 1998 qui va connaître un certain succès, ce qui va sans doute rassurer les producteurs de l'époque qui vont entreprendre de lancer une adaptation de comics plus ambitieuse encore. Notre film du jour peut à certains égards être considéré comme un coup de poker car à l'époque rien ne prédisait que le succès était gagné d'avance pour ce genre de film. Le carton de notre film du jour va permettre à un genre presque obsolète de ne pas rater son passage dans le nouveau millénaire. Grâce à notre film du jour, les super-héros vont peu à peu redevenir les superstars du cinéma. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, nous allons parler d'un des plus grands succès cinématographiques de cette année 2000, un film événement. Je veux bien évidemment parler de X-Men sorti en France le 16 août 2000 et réalisé par Bryan Singer, qui à cette époque enchaîne les succès à la fois critiques et publics. En 1993, il réalise son premier long métrage, Ennemi public, grâce auquel il va obtenir le grand prix du jury à Sundance. Après ce premier coup d'éclat, Singer réalise l'un des plus grands films des années 90, grâce auquel il va connaître la consécration, Usual Suspects sorti en 1995. Toute la profession s'incline devant Singer, devant la qualité de sa mise en scène, et le public, lui, tombe également sous le charme. En 1998, le metteur en scène signe un élève doué pour lequel il remportera également de très nombreux prix. Après X-Men qui va faire de Singer la poule aux œufs d'or d'Hollywood, celui-ci signera X-Men 2 en 2003, Superman Returns en 2006 et Valkyrie en 2009. Il prépare actuellement une adaptation du conte Jack le tueur de géants dont la sortie est prévue pour l'instant en 2012. Au casting de X-Men, nous pouvons retrouver une pléthore de comédiens et comédiennes qui à l'époque ne sont pas très connus mais qui par la suite et grâce au succès de ce film vont devenir des incontournables d'Hollywood. Hugh Jackman qui après avoir fait des téléfilms sans intérêt dans les années 90 et fait ses débuts au cinéma dans Paperback Hero en 1999 connaît la consécration internationale grâce à X-Men et au rôle de Wolverine. Notons qu'il a remplacé de justesse Doug Ray Scott occupé sur le tournage de Mission Impossible 2. Patrick Stewart qui relance ici sa carrière cinématographique de façon tonitruante, notamment après le succès mitigé de Star Trek Insurrection. Ian McKellen qui va soudainement connaître enfin une très grande célébrité en enchaînant parallèlement les sagas X-Men et le Seigneur des Anneaux. Halle Berry qui va émerger grâce au succès de X-Men et qui va également connaître 2 ans après la reconnaissance de la profession en remportant l'Oscar de la meilleure actrice pour sa performance dans le film À l'ombre de la haine. Au casting de X-Men, nous pouvons retrouver également Famke Janssen, James Marsden, Anna Paquin, Bruce Davison, Rebecca Romijn, Ray Park et Tyler Mane. Sans transition, de quoi parle notre film du jour? X-Men nous conte l'histoire de mutants qui sont des êtres humains dotés de pouvoirs spéciaux et de leur combat pour exister dans un monde où leur présence est très critiquée par les êtres humains normaux. Au cœur de cette division, le professeur Charles Xavier dirige une académie où sont recueillis ces mutants rejetés par les hommes. Un jour, il accueille un individu solitaire, Wolverine, qui va intégrer très rapidement l'équipe des X-Men qui lutte contre Magneto, un mutant capable de contrôler les métaux et qui se bat pour détruire l'humanité. Alors, ce qu'il faut savoir sur X-Men le film, c'est qu'il est l'adaptation cinématographique d'un univers très étendu de la bande dessinée qui a traversé les décennies et qui aujourd'hui encore continue d'avoir beaucoup de succès dans les kiosques. Donc avant de parler en détail du film, revenons un peu sur la genèse d'un univers vieux de presque 50 ans.
Au début des années 60, Marvel Comics, célèbre maison d'édition de bande dessinée américaine créée en 1939 par Martin Goodman, constate que son principal concurrent, la DC Comics, connaît énormément de succès grâce au Batman, Superman et surtout la Ligue des Justiciers. Goodman, le dirigeant de l'époque, va demander à ses collaborateurs les plus proches, à savoir Stan Lee, Jack Kirby et Steve Ditko, de créer des super-héros pour profiter de l'engouement du public pour ces personnages. C'est ainsi que vont naître à cette époque les Spider-Man, Iron Man, Hulk, les 4 Fantastiques et les X-Men. Ces derniers ont été créés par Stan Lee et Jack Kirby donc, et leurs premières aventures seront publiées aux États-Unis en septembre 1963. En France, on les découvrira qu'en janvier 1970 dans le journal Strange. La grande particularité des comics Marvel, c'est d'afficher dans les bandes dessinées un discours sous-jacent qui entre en phase avec les réalités de l'époque. Spider-Man, par exemple, s'interroge sur le malaise des adolescents, sur les responsabilités qu'implique le fait de devenir un adulte. Pour X-Men, le discours se veut être à la fois plus psychologique et surtout plus politique, en mettant les mutants dans une position où ils sont rejetés par les autres êtres humains, alors qu'on est aux États-Unis en pleine période de lutte pour les droits civiques des Noirs, menée par Martin Luther King notamment. X-Men s'impose comme un comics qui dénonce le racisme, le rejet de l'étranger, la discrimination ethnique et raciale. Au cœur de cette BD, certains personnages gagnent, grâce à ce discours, une authenticité qui à l'époque fait mouche auprès du public de par l'originalité du traitement apporté. Prenez l'exemple de Magneto. Il lutte contre les êtres humains, il veut détruire les humains normaux à cause de leurs actions contre les mutants. Il n'en veut pas aux X-Men ni au professeur Xavier, qui est son ami, mais il est obligé de se battre contre eux, qui ne veulent pas de guerre ouverte contre l'humanité. Le méchant possède ainsi une profondeur d'esprit assez nouvelle dans ce genre de support. Il n'est pas fou, son combat est doté d'une vraie justification qui rend sa violence compréhensible sans que celle-ci soit cependant pardonnée dans la bande dessinée. Dans le contexte de l'époque, le personnage de Magneto sera assimilé au dirigeant des Black Panthers, tandis que Charles Xavier sera rapproché du non-violent Martin Luther King. Bref, le comics aura à l'époque énormément de succès, jusqu'à ce que la lassitude du spectateur vienne. C'est ainsi que de nouveaux scénaristes et dessinateurs vont entrer en scène et réinventer la BD pour la faire perdurer. Avec le temps, de nouveaux X-Men viendront faire leur apparition dans des aventures tout aussi passionnantes les unes que les autres. À la fin des années 80, un certain James Cameron porta de l'intérêt à cet univers. La Carol Co Pictures acheta les droits d'adaptation du comics et le réalisateur entra en pourparlers avec Stan Lee afin de définir quelles seraient les directions prises dans une éventuelle adaptation de la BD. Finalement, Cameron laissa tomber le projet pour se consacrer finalement à une adaptation du comics Spider-Man. Ce projet-là, il le laissera tomber également. Carol Co fit faillite au milieu des années 90 et les droits sur X-Men retournèrent chez Marvel. La 20th Century Fox, impressionnée par le succès du dessin animé X-Men, racheta les droits afin de lancer l'adaptation cinématographique du comics. Un premier scénario fut écrit par Andrew Kevin Walker avant d'être repris par John Logan et Joss Whedon. Leur travail fut rejeté, il fallait autre chose. La Fox proposa la réalisation du film à Robert Rodriguez, mais celui-ci refusa. Elle proposa ensuite le film à Bryan Singer, qu'elle savait à la recherche d'une œuvre de science-fiction. Dans un premier temps, ce dernier refusa, jugeant stupide le fait d'adapter un comics en film. La Fox le poussa au cul et après 2 nouveaux refus sur la base du fait qu'il n'y connaissait rien à la BD X-Men, il accepta après avoir lu quelques exemplaires de celle-ci. Le film sortit aux États-Unis le 14 juillet 2000 et très vite il remporta un très grand succès. Les critiques accueillirent très bien l'adaptation, jugeant en général que le traitement apporté par Bryan Singer à l'univers de X-Men est à la fois intelligent, passionnant, actuel et respectueux du comics. Le succès du film sera important à travers le monde. En France, il réunira un peu moins d'1 900 000 spectateurs, ce qui n'est vraiment pas mal du tout. Le succès public et critique de X-Men va faire évoluer le genre du film de super-héros. Le traitement de ces personnages sera par la suite beaucoup plus empreint de réalisme et de noirceur. Après X-Men, les Spider-Man de Sam Raimi et les Batman de Christopher Nolan viendront ajouter leur pierre à l'édifice, de sorte qu'aujourd'hui, le genre du film de super-héros se porte merveilleusement bien et nous propose toujours plus de films. Concernant X-Men, le film de Singer sera suivi de X-Men 2 sorti en 2003, X-Men l'affrontement final en 2006, viendront s'ajouter à ces films le spin-off X-Men Origins Wolverine sorti en 2009 et la prequel X-Men le commencement sorti en 2011. Notons que la suite de Wolverine réalisée par James Mangold sortira en 2012 et qu'un X-Men 4 et 5 serait en préparation pour les années à venir.
Revenons à notre film du jour. Bryan Singer à la barre de X-Men, ça ne pouvait que fonctionner. Il est clair à mes yeux que ce film est une œuvre incroyablement réussie, profondément maîtrisée et digne de son succès. Quand on sait de toute façon que X-Men a relancé un genre en panne de régime, on se dit que forcément il y a quelque chose dans le cœur du film qui est à la fois grandiose et inattendu. Alors bien sûr, quand je dis inattendu, c'est inattendu pour l'époque. Après la vague de films de super-héros qui nous submerge depuis 10 ans, si vous découvrez X-Men après The Dark Knight par exemple, ou tout simplement X-Men 2, vous sentirez probablement plus les défauts du film que ses qualités. Maintenant, même malgré ça, X-Men reste un très grand film quelle que soit l'époque à laquelle vous le découvrez. Avec le temps, il est même devenu une référence à l'instar de sa première suite pour la plupart des autres films de super-héros de notre temps. Malgré ça, je vais tout de suite nuancer mes propos en soulignant le fait que X-Men n'est pas aussi parfait que ça. Le ton du film est donné dès les premières minutes. Le jeune Magneto découvre ses pouvoirs dans un camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment où sa famille est déchirée par les soldats allemands. Cette scène magnifiquement réalisée est, d'après moi, la scène du renouveau du cinéma de super-héros. Dès les premiers instants, Bryan Singer nous immerge dans une espèce de parallèle historique très puissant sur l'attitude de l'être humain face à la différence. Nazis contre juifs, hommes contre mutants. Là, à cet instant, on se dit que Bryan Singer a parfaitement compris son sujet et que la suite ne peut qu'être réalisée avec brio. Et effectivement, la suite répond à nos attentes. Le réalisateur parvient à créer un univers incroyablement réaliste dans lequel l'homme doit coexister avec le mutant. À aucun moment on s'imagine dans un autre monde comme c'est le cas dans les Batman de Tim Burton et Joel Schumacher qui s'installent dans un univers parallèle sombre pour les premiers films, gai pour les suivants. Ici, X-Men prend place dans notre monde, dans notre temps. C'est ça la grande révélation du film, le réalisme du sujet. Pour appuyer davantage ce réalisme dans l'incursion des mutants dans un univers assimilable en tout point au monde réel, Bryan Singer va garnir son œuvre de références historiques, de symboles pour appuyer certains messages profonds qu'on a rarement l'habitude de voir dans un film de super-héros. À titre d'exemple, le plan de Magneto pour faire des dirigeants du monde des mutants n'est pas sans rappeler la façon dont les persécutions des chrétiens de l'Empire romain ont pris fin après la conversion de Constantin Ier. Les personnalités de Charles Xavier et Eric Lehnsherr sont également très proche de celle de Martin Luther King et Malcolm X. L'un s'obstine à croire que l'homme possède de bons côtés et que les différences finiront par être acceptées, l'autre n'y croit plus depuis longtemps et agit plus violemment pour que les différences soient acceptées. Ça ne vous rappelle pas ce que je disais tout à l'heure? En proposant des symboliques sur des éléments de l'histoire de l'humanité, Singer rejoint le discours du comics qui prônait ce genre de démarche. Et de fait, même si le film n'a visuellement rien à voir avec le comics, l'esprit d'origine est présent et rien que ça suffit à faire de X-Men une brillante adaptation. D'un point de vue visuel, Bryan Singer nous propose une œuvre parfaitement ancrée dans son temps tout en étant précurseur de ce qui va venir ensuite. La caméra du metteur en scène d'Usual Suspects est posée, les couleurs sont parfaitement choisies, donnant parfois un aspect polar, parfois un aspect intimiste, parfois un aspect blockbuster à l'ensemble du produit. Bryan Singer sait qu'il réalise un film sur un sujet qui ne lui appartient pas, il n'a pas créé X-Men. Et pourtant, il fait ce que peu de réalisateurs ont su faire, même encore aujourd'hui, c'est-à-dire se réapproprier l'œuvre d'origine. Singer installe sa patte visuelle, il personnalise son film en fonction de ses propres inspirations de metteur en scène, tout en étant à la fois fidèle au support d'origine et en plus divertissant. Les seuls qui après X-Men sont arrivés à récidiver aussi impeccablement jusqu'à nos jours sont Sam Raimi avec Spider-Man et Christopher Nolan avec Batman, dont rien qu'avec ça, cette intelligence du propos et cette maîtrise de la mise en scène, ça doit vous suffire pour voir ce film. Je parle évidemment pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Malgré tout ça, moi j'ai noté deux petites choses qui ne fonctionnaient pas excellemment dans ce premier volet et qui seront totalement rectifiées dans X-Men 2, preuve que Bryan Singer a parfaitement su prendre le recul nécessaire sur son œuvre. Le premier point, c'est le traitement des personnages. Wolverine et Malicia sont les héros qui vont nous permettre d'entrer dans le monde des X-Men. Le professeur Xavier, c'est le mentor, donc sa présence est essentielle tout le long du film. Quant à Magneto, c'est le méchant, donc il est évident qu'il sera lui aussi très présent. Ces quatre personnages vont donc connaître un traitement de faveur dans le scénario au détriment de tous les autres personnages, de Mystique à Cyclope en passant par Tornade, Jean Grey, Iceberg, le Crapaud, Dent de Sabre, etc., etc.
Ici, ces personnages semblent avoir un positionnement, je dirais pas décoratif, mais pas essentiel à la progression de l'intrigue. Alors effectivement, faire une caractérisation approfondie de tous les personnages, ça aurait donné un film fleuve de 6 heures. C'est pas ce que je veux dire, je pense qu'au détour de mini sous-intrigues, il y aurait eu matière à donner un peu plus de consistance à tous ces personnages. Maintenant, ce détail sera totalement pallié dans X-Men 2 qui, pour le coup, rendra chacun des personnages passionnants sans en privilégier l'un plus que l'autre. Notez que je ne dis pas un mot de X-Men 3 parce qu'entre nous, les deux premiers films ne jouent absolument pas dans la même cour que ce troisième volet de triste mémoire. Autre point plutôt moyennement réussi dans X-Men, c'est les scènes d'action, trop peu nombreuses et surtout pas suffisamment spectaculaires. Les pouvoirs des mutants auraient pu donner des grandes confrontations épiques, ici le combat final dans la Statue de la Liberté paraît un petit peu fade. C'est très divertissant, mais je ne sais pas, peut-être qu'on en attendait un petit peu plus. Il manque un peu ce côté épique dans X-Men, ce côté qui fait qu'on ressort de là les bras ballants en se disant « Putain c'était bon ». Heureusement, encore une fois, Bryan Singer aura parfaitement su noter ce point et signera dans X-Men 2 des scènes d'action exceptionnelles comme en témoigne cette spectaculaire scène d'ouverture dans les couloirs de la Maison Blanche avec Diablo. Côté performance des acteurs, chacun des comédiens parvient à s'imprégner de leur personnage. Ça se voit surtout chez ceux dont les rôles sont plus étoffés. Hugh Jackman interprète un Wolverine de qualité, même si on sent qu'il tâtonne encore un petit peu son jeu, on le sentira plus à l'aise dans le rôle à partir de X-Men 2. Néanmoins, l'alchimie fonctionne très bien entre lui et le mutant aux griffes d'acier. Ce qui est d'ailleurs vrai pour Wolverine, l'est tout autant pour les autres. Le casting a été réalisé avec soin et avec beaucoup de flair. Chacun des acteurs entre parfaitement dans le costume de leur personnage. Anna Paquin, dans le rôle de Malicia, est une des idées les plus intéressantes du casting. L'actrice couronnée de l'Oscar de la meilleure actrice pour un second rôle en 1993 pour sa performance dans La leçon de piano marque ici son grand retour devant la caméra. Quant à Patrick Stewart et Ian McKellen, deux exceptionnels comédiens, leur talent brille de nouveau à l'écran. En conclusion, X-Men est un film que je vous recommande absolument. C'est une œuvre importante, le premier film d'une nouvelle génération de films sur les super-héros. Malgré les faiblesses que j'ai pu souligner, ça reste un très grand film, issu de l'imaginaire d'un réalisateur plus que talentueux. Celui-ci réussira le pari d'élever la suite, X-Men 2, à un niveau encore plus haut que ce premier film. Mais ça, évidemment, ce sera pour une autre critique. En attendant, je vous pousse à découvrir ou à redécouvrir ce X-Men. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique, je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.